Économie, le max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. À la une aujourd'hui, l'échec manifeste hier soir des Européens à trouver un compromis sur la dette grecque. 6 heures d'entretien pour constater de profonds désaccords. Qui de Bruxelles ou d'Athènes est en position de force? Et faut-il croire à la menace d'une sortie de la Grèce de la zone euro? Ben Amoyal nous répondra. Et puis on s'intéressera à l'univers des hedge funds, ces fonds spéculatifs, souvent surnommés vautours et décriés pour leur rôle dans la crise financière de 2008. Une spécialiste du secteur viendra nous expliquer pourquoi ils conservent malgré tout la cote, y compris auprès des petits investisseurs. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Tour du monde d'abord de ce qu'il faut retenir de l'actu économique avec l'Ukraine pour commencer. Et cet accord trouvé tôt ce matin sur un plan de paix après un an de conflit. Les dirigeants français, allemands, russes, vous le voyez, ukrainiens ont négocié toute la nuit à Minsk, capitale du Bélarus. Un cessez-le-feu doit intervenir dans la nuit de samedi à dimanche. Et en parallèle, à Bruxelles, Christine Lagarde, la patronne du FMI, a annoncé une proposition de nouveaux prêts en faveur de Kiev. 17,5 milliards de dollars sur 4 ans en échange de réformes. Un bol d'air pour l'économie ukrainienne toujours au bord de la faillite avec une dette qui se rapproche des 75% du PIB. C'est un programme de 4 ans. Il n'a pas encore été approuvé par le Conseil. C'est un accord préliminaire au niveau des équipes. Donc il doit encore être soumis pour examen et approbation. Et ce, je l'espère, avant la fin février. Ce paquet de financement sur 4 ans est de l'ordre de 40 milliards de dollars. Voilà, et toujours en Europe, on notera ces bonnes nouvelles pour Renault. Triplement du bénéfice net l'an dernier à 1,89 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires progresse légèrement, plus 0,3%. Du coup, le constructeur français annonce l'embauche de 1000 personnes en CDI pour cette année. Le groupe qui comptait 45 000 salariés fin 2014 contre 76 000 10 ans plus tôt. L'Asie et un rapprochement stratégique qui se confirme entre New Delhi et Washington, sous les yeux bien sûr de Pékin. Moins de 3 semaines après la visite de Barack Obama, c'est Jack Lew, vous le voyez, le secrétaire américain au Trésor, qui est en Inde pour des entretiens à haut niveau. 4 milliards de dollars d'investissement avaient été promis par le chef de la Maison-Blanche. Cette fois, il était question d'accorder les violons sur la fiscalité, le blanchiment d'argent ou encore le financement du terrorisme. Les États-Unis espèrent aussi plus d'ouverture de la part de l'Inde aux entreprises américaines. Le commerce entre nos deux pays est à un niveau record, près de 100 milliards de dollars par an. Le renforcement de la croissance en Inde et aux États-Unis se traduira par une plus forte demande et plus d'opportunités pour les entreprises et les travailleurs de nos deux nations. Au Brésil, c'est une situation sans précédent, à en croire les autorités. La grave sécheresse qui frappe le sud du pays provoque un manque d'eau à Rio et aussi à Sao Paulo. 20 millions d'habitants, poumon économique. Le principal réservoir de la ville n'est rempli qu'à hauteur de 6%, alors que le pic de la saison habituelle des pluies est déjà passé. Des rationnements drastiques sont prévus et ils s'ajoutent aux difficultés d'approvisionnement en électricité, une énergie produite essentiellement par des centrales hydroélectriques. Le premier objectif, c'est de faire une citerne avec 30 000 litres d'eau de pluie en réserve. Ces citernes sont pour une utilisation courante, pas pour la consommation humaine. Elles seront surtout utilisées pour nettoyer les espaces communs, pour les plantes aquatiques et d'autres choses. Un coup dur de plus pour la 7e économie mondiale. Autre région, autre type de pénurie, celle qui touche la Libye. Les stocks de blé pourraient être épuisés d'ici 2 ou 3 mois, faute de nouvelles fournitures. Les livraisons aux boulangeries ont été réduites de moitié à 65 000 tonnes par mois. C'est la conséquence bien sûr des combats incessants, l'instabilité dans le pays qui empêche les autorités de se fournir sur le marché mondial, alors même que les cours des céréales sont actuellement en recul. Le manque de farine est le résultat de l'incapacité des usines à fonctionner. Nous avons des obligations de plus de 2,2 milliards de dollars envers les meuniers ou importateurs de blé. Et cela augmente tous les jours à mesure que les boulangeries fonctionnent. Voilà, et puis au Japon, beaucoup de détermination de la part de Shinzo Abe, le Premier ministre qui y tenait ce jeudi son discours annuel de politique générale. Et il croit toujours en son plan de relance, les Abenomics. Malgré un épisode de récession, on s'en souvient l'an dernier, il compte désormais sur les entreprises appelées à prendre leurs responsabilités et à augmenter les salaires pour agir sur l'indispensable consommation interne. Nous espérons des hausses de salaire au printemps prochain et l'année suivante, afin que le vent de la reprise économique souffle sur tous les coins du Japon. Allez, un point rapide sur la semaine des marchés. Et on retrouve Eric Levin avec nous depuis Paris. Eric, bonjour. Est-ce que les marchés avaient vraiment quelque chose à se mettre sous la dent ces jours-ci? Peu d'agitation finalement, malgré la Grèce.
Écoutez David, oui, le marché est extrêmement calme en ce moment parce qu'on a tendance à voir un peu plus sur la Grèce, notamment sur la fameuse restructuration de la dette que tout le monde attend. Y aura-t-il des avancées? Bref, les marchés finalement ont évolué au gré des rumeurs toute la semaine. Alors ce qu'il faut noter quand même, c'est que les premiers résultats des entreprises européennes sont sortis. Ils sont plutôt bons sur l'exercice 2014, tout simplement parce qu'à la baisse du pétrole, il faut ajouter la baisse de l'euro qui commence à se faire sentir dans les comptes des entreprises, comme par exemple pour des groupes comme LVMH, ou encore pour Sanofi, ou encore pour Alcatel. Et les prévisions sont plutôt bonnes, tout simplement parce qu'avec cette baisse de l'euro, cela apporte une bouffée d'oxygène à tous les groupes européens. Ceci dit, il semble quand même que les marchés européens doivent se calmer. Il faudrait sans doute une petite consolidation qui serait salutaire. On gagne quand même entre 8 et 10% sur tous les indices européens depuis le début de l'année. Et à moins d'une nouvelle exceptionnelle sur la Grèce, je pencherais plutôt pour une consolidation des marchés actions avec une légère baisse. Ouais, des valeurs européennes, donc il faut compter avec. Merci Laurent et merci Eric pour cette analyse. Et on en vient à cette soirée difficile hier pour les 19 ministres des Finances de la zone euro, dont le nouveau patron du Trésor grec, Yanis Varoufakis. Constat d'échec, Bruxelles refuse la fin de l'austérité pour la Grèce, qui elle ne veut plus du programme d'aide. Le compte à rebours est enclenché pour Athènes, les caisses du pays se vident et il faudra trouver une solution de financement, en sachant qu'Athènes n'a plus accès aux marchés internationaux. Le point avec Johanna Citruc. Quelques sourires échangés et des poignées de main chaleureuses. En apparence, cette réunion extraordinaire de l'Eurogroupe a débuté sous le signe de l'optimisme. Mais après 6 heures de discussion, la conclusion est toujours la même. La zone euro et la Grèce sont dans l'impasse. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas parvenus à des conclusions communes. Et si vous ne parvenez pas à des conclusions communes, on ne peut pas faire ou publier de déclaration. Voilà ce que je peux dire à ce sujet à présent. Les institutions ont clairement dit qu'elles étaient prêtes à travailler avec les autorités grecques. Mais avant d'entamer ce travail, il faut d'abord aboutir à une conclusion politique. Donc nous aurons besoin d'un peu plus de temps pour cela. Ni déclaration, ni accord. Athènes campe sur ses positions. Le gouvernement veut en finir avec la tutelle de ses créanciers. Depuis 2010, le FMI, la BCE et la Commission européenne lui imposent une sévère cure d'austérité en échange de prêts à hauteur de 240 milliards d'euros. Un programme d'aide qu'il est pourtant nécessaire de continuer selon Bruxelles. 2 points de vue radicalement différents, mais le ministre grec des Finances ne perd pas espoir. Nous avons entendu beaucoup d'opinions différentes, intéressantes. Nous avons eu l'occasion de présenter nos points de vue et maintenant nous allons nous occuper de la prochaine réunion qui est prévue dans très peu de temps, lundi prochain. Nous espérons aboutir à une conclusion commune à l'issue de cette discussion. Une conclusion à la fois optimale pour la Grèce et nos partenaires européens. En attendant cette nouvelle réunion des ministres des Finances de la zone euro, les manifestations en soutien au gouvernement d'Alexis Tsipras se multiplient. Mercredi soir, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues d'Athènes et dans toute la Grèce. Alors que va-t-il se passer maintenant? On semble encore loin, on l'a dit, d'un compromis. En ligne avec nous, Ben Amoyal, gérant de portefeuille pour Premia Capital. Ben, bonjour. Bonjour. On a le sentiment, Ben, depuis hier soir, que la pression est quand même passée du côté d'Athènes maintenant, plus que de Bruxelles. Je pense que c'est juste une impression, parce que, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que ce que vous avez, c'est 2 choses. Le premier point, c'est toujours pareil, le jeu politique. Tout le monde sait, les Européens en premier, qu'il faut trouver une solution avec la Grèce. Contrairement à ce que plusieurs analystes peuvent penser, moi je pense que la balle est du côté de la Grèce et qu'elle tient un petit peu l'Europe dans sa main avec ces nouvelles élections qu'il y a eu avec Mr. Tsipras. Ouais. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on va aller aux négociations. Le préalable, c'était qu'on voulait aucun accord. On va montrer notre bonne foi en allant à des négociations et on va demander le maximum. Donc ce qui s'est passé hier, c'est en fait, on essaye de négocier, de parler et d'arriver à une solution. Et la Grèce, je trouve, remplit très très bien son jeu de gratter au maximum ce qu'elle peut gratter, ouais, en refusant au dernier moment de signer et d'avancer. Ouais, donc la Grèce, il y a quand même quelques cartes. Ben, on évoque parfois timidement une sortie de la Grèce de la zone euro, mais on a aussi le sentiment que ça ferait surtout des perdants. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que du côté grec ou du côté européen,
il n'y a vraiment personne qui a intérêt à sortir la Grèce de la zone euro. Pourquoi ? Il y a deux principales raisons, en tout cas ce que je peux en comprendre. Le premier, c'est un coût. Vous vous rendez compte, sortir d'un système monétaire tout un pays, ça aurait un coût qui serait faramineux. La question de savoir qui va payer. Alors la Grèce n'a pas les moyens de payer. L'Europe, que va-t-elle faire ? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est quand même assez important, c'est ce qu'on appelle la création d'un précédent. Ouais. Si vous avez un pays qui sort de la zone euro, comme la Grèce par exemple, ça peut ouvrir la porte à plein d'autres pays qui pourront le faire, et là, personne n'a intérêt à ce que ça se fasse. Eh bien, c'est à suivre tout ça. Merci Ben pour toutes ces précisions. On rappelle tout de même que les prochaines négociations, sans doute cruciales, sont prévues lundi. Sommet européen à suivre aussi ce jeudi. Allez, on passe à un tout autre sujet. Comment démocratiser le concept du hedge fund, ces fonds spéculatifs de gestion alternative qui utilisent souvent des produits dérivés pour maximiser bien sûr la rentabilité, et ils sont coutumiers du fameux effet de levier, grossir le volume des capitaux engagés. Alors ces fonds sont souvent décriés pour leur rôle dans la crise financière bien sûr de 2008, et pourtant ils font toujours recette. Et on en parle avec vous, Jordana Mosseri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous travaillez pour KCPS Clarity, c'est bien ça. Expliquez-nous un petit peu votre travail. Vous gérez donc la partie hedge fund de ce fonds d'investissement. Exactement. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le monde des hedge funds, des investissements alternatifs. Et le média parle beaucoup des fonds hedge funds, de la crise de 2008 et les créés par des gérants de fonds alternatifs. En fait, la situation est beaucoup moins compliquée, beaucoup plus facile, beaucoup plus transparent. Et il y a beaucoup de réglementation aujourd'hui qui rendent les choses beaucoup plus faciles. Y compris sur les produits dérivés, dont on parle beaucoup, on a beaucoup parlé avec la crise. Exactement, mais pas tout le monde utilise les produits dérivés. Et il y a plusieurs stratégies. Bien sûr, sont beaucoup plus compliquées que des stratégies de fonds mutuels traditionnels dans les equity ou des produits fixing comme obligationnaires. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, il y a une attraction très forte par les institutions et par les investisseurs privés. Alors, quand on parle quand même de ce type de fonds, pour pas mal de monde, il y a quand même une connotation un petit peu élitiste. Les fortunes, les prises de risques, peu de lisibilité aussi. Est-ce que ça reste valable toujours, ce côté élitiste aujourd'hui, ou ça a un petit peu évolué depuis la crise ? C'est évolué. Ça a changé beaucoup. En fait, aujourd'hui, les petits investisseurs ils ont la possibilité d'accéder aux des produits très liquides. Et ils auront une liquidité chaque semaine. On peut sortir et rentrer dans des produits alternatifs. Et même au niveau, même tous les jours. Alors, c'est beaucoup changé. C'est quand même la part la plus liquide du marché. Ce ne sont pas les investissements les plus compliqués, les moins liquides. On travaille toujours dans le marché liquide. Ouais. Et il y a toujours un engouement, donc malgré la crise. Ça n'a pas refroidi les petits investisseurs, on le disait tout à l'heure. Non, en fait, après, c'est pas seulement en fait, en 2008, les hedge funds, ils ont performé mieux que le marché. Et surtout, dans les moments les plus difficiles, les hedge funds sont capables de performer très bien. Ouais. Et comme ça, développer un petit peu le portefeuille, même des petits investisseurs. C'est vrai que le taux de performance reste assez spectaculaire. Merci beaucoup, Jordana Mosseri, d'être venue sur ce plateau. Merci. Et on passe au Media Watch. Et à la une de la revue de presse, le monde de la presse française en effervescence. Ça se précise, un nouveau mastodonte du secteur verra bien le jour. On le doit à Patrick Drahi et on en parle avec vous, Johanna Citruc. Bonjour. Bonjour. L'Express, Libération, l'Expansion et beaucoup d'autres titres. Oui, effectivement, à l'origine, l'homme d'affaires Patrick Drahi et son associé Marc Lofer ne devaient racheter que l'Express et l'Expansion. Ils vont finalement mettre la main sur l'intégralité des titres de presse français du groupe belge Roularta. En tout, il y en a une vingtaine, des magazines d'actualité, des magazines d'histoire, des magazines de décoration. Les thématiques sont très nombreuses. En termes de ressources humaines, ça représente environ 720 employés, dont près de 350 journalistes. Et surtout, l'objectif de ce rachat, c'est de monter, donc, comme vous l'avez dit, David, un nouveau grand groupe média, puisque Patrick Drahi est déjà, entre autres, le principal actionnaire du quotidien Libération. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, effectivement. Autre chose, Johanna, une étude qui montre l'impact du chômage sur le taux de suicide à travers le monde. Effectivement, il s'agit d'une étude menée par des chercheurs de l'université de Zurich qui souhaitaient analyser les répercussions de la crise économique. Pour ça, ils ont passé en revue plus de 10 ans de statistiques de 2000 à 2011 et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Environ 45 000 suicides par an sont dus au chômage dans une soixantaine de pays et plus généralement, le nombre de suicides augmente avec le taux de chômage. Alors évidemment, il y a des disparités entre les pays mais également entre les différentes
différentes tranches d'âge de la population. On imagine bien que le chômage n'a pas le même impact sur les 25-35 ans que sur les personnes âgées. Ouais, sans nul doute. Et puis on parle du roi d'Espagne qui a décidé de baisser son salaire de 20% quand même. Oui, de près de 300 000 €, le salaire de Felipe VI va passer à un peu plus de 230 000 € par an. Alors pourquoi une baisse si soudaine, une baisse de 20% donc premièrement parce que le budget de la Maison Royale a de nouveau été gelé en 2015. Je vous rappelle que le pays est frappé par l'austérité et que près d'un travailleur sur 4 est au chômage. Mais il y a aussi une autre raison, c'est parce que le roi d'Espagne a promis de redorer l'image de la monarchie et ça semble plutôt bien parti apparemment. La rigueur qui s'applique aussi à la couronne. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.